Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. On se demandait justement si l'interprétabilité des modèles, ça vendait toujours. Mais a priori, c'est un petit peu le cas. On va peut-être se présenter très rapidement. Donc moi, je suis Fabien Vinas. Je suis en charge de la data science et de l'analyse de données chez Allianz Trade. Et on travaille donc avec Detralytics, qui est un cabinet de conseil, avec notamment Arthur, qui est consultant chez Detralytics, et Christian, donc, qui est directeur scientifique. Et donc on va vous parler d'explicabilité des modèles de machine learning avec un cas d'usage assez spécifique chez Allianz Trade. Je vais parler un petit peu plus près alors. Donc pour commencer, pour situer le contexte, Allianz Trade, c'est une société donc, du groupe Allianz. C'est un petit peu spécifique puisque c'est un assureur B2B dans un domaine qu'on appelle l'assurance crédit. Alors pour vous dire rapidement comment ça fonctionne, donc nos clients sont uniquement des sociétés, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clients en particulier. Les sociétés, quand elles ont des transactions commerciales, ne se paient que très rarement comptant. En général, les transactions se font en paiement à terme, en paiement différé. Ce qui fait que le fournisseur, donc la société qui vend des services ou des biens, prend un risque de crédit, puisqu'elle fournit des biens ou des services, et elle va être payée plus tard. Donc nous, en tant qu'assureur crédit, on vient couvrir ce risque, c'est-à-dire qu'on vient indemniser nos clients, qui est dans ce cas-là le fournisseur du service ou du bien, et on vient chercher à récupérer, donc à faire du recouvrement sur les créances commerciales. Donc ça, c'est on va dire pour faire simple, le business model de l'assurance crédit. Ça représente 90% de l'activité d'Allianz Trade. Et c'est dans cette ligne de métier que notre cas d'usage d'aujourd'hui opère. En quelques chiffres, donc Allianz Trade, comme vous le voyez ici, c'est 34% du marché de l'assurance crédit mondial. Je n'ai pas précisé, mais c'est Allianz Trade, il y a quelques mois, ça s'appelait encore Euler Hermès, donc vous connaissez peut-être le nom Euler Hermès. Vous connaissez peut-être la Tour First à l'entrée de la Défense, donc c'est là qu'on est. En fait, Allianz Trade est une société française, ça appartient à Allianz qui est un groupe allemand, mais le siège d'Allianz Trade est à Paris. Donc on est leader mondial du marché avec 34%, on couvre à peu près 1000 milliards d'euros de transactions B2B à un instant donné, donc c'est assez considérable, c'est notre exposition. Alors c'est difficile de comparer les expositions en assurance crédit avec les expositions dans d'autres types d'assurance, mais toujours est-il que chez Allianz Trade, on couvre 1000 milliards d'euros d'exposition sur des transactions commerciales. Le business model, en réalité, vous pouvez l'imaginer, c'est un business model très lié à l'analyse de données, puisque on va analyser un risque qui porte non pas sur nos clients, mais sur les clients de nos clients. Ce qui fait que quand un client vient nous voir pour demander une couverture sur un prospect ou un de ses clients actuels, en fait, il faut qu'on sache répondre. Donc, il faut qu'on ait des informations sur cette société que notre client ne va pas forcément nous donner. Donc, il faut qu'on achète en permanence des tas d'informations auprès de fournisseurs de données, qu'on fasse des évaluations de risque, etc., pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à nos clients sur le risque de solvabilité sur son acheteur. On a plus de 80 millions de sociétés qui sont monitorées aujourd'hui dans le monde, donc c'est un peu plus de 160 pays, et on reçoit plus de 20 000 demandes de couverture chaque jour, voilà, qui sont analysées et de manière automatique et de manière manuelle par des analystes financiers pour répondre et soit garantir une transaction, soit la garantir partiellement, soit la refuser. Alors la question est, quel algorithme d'intelligence artificielle peut-on utiliser pour faciliter l'expertise par rapport à ces risques? Il est assez usuel de découper l'espace des algorithmes en deux axes. Le premier axe qui est l'interprétabilité, je vais essayer de le faire dans le bon sens, et le deuxième axe qui est la précision, la capacité à reproduire les données et à prédire. On a tout en bas à droite ce qu'on appelle les modèles linéaires, les modèles par régression de type arbre, qui sont des modèles très simples, donc interprétables par nature, mais pour lesquels la précision, c'est-à-dire la capacité à reproduire correctement les données, peut être potentiellement assez faible sur des jeux de données compliqués. Et puis, en haut à gauche, on a des modèles qui sont beaucoup plus puissants d'un point de vue précision, qui sont les modèles de type gradient boosting ou réseau de neurones, mais dont l'interprétabilité est beaucoup plus faible, parce qu'on voit bien que l'algorithme fonctionne bien, mais c'est des fois compliqué de savoir comment l'algorithme a réussi à prendre sa décision. Parce que ce sont des modèles
fondamentalement non linéaires ou avec des successions de petites choses simples, mais qui mises bout à bout deviennent compliquées. Et on se demande s'il n'existerait pas d'autres modèles en dehors de cette diagonale entre précision et interprétabilité. Alors, on a donc ces modèles interprétables par nature, qui sont simples, peu précis, et on se dit, les modèles qui ne sont pas interprétables, est-ce qu'on peut donner plus d'interprétation? Donc il y a plusieurs approches possibles. Une première approche qui consiste à faire ce qu'on appelle des modèles de substitution, c'est-à-dire à projeter le modèle complexe dans un espace de modèles plus simples, et utiliser ces modèles plus simples pour comprendre comment l'algorithme plus complexe prend ses décisions. Et puis on a d'autres approches qui consistent à construire des indicateurs dits d'interprétabilité. On a des choses qui se font de manière locale, c'est-à-dire point par point, observation par observation. On a des choses qui sont de temps en temps aussi globales, et on peut utiliser ce qu'on appelle des indicateurs d'interprétabilité agnostiques, qui ne sont pas spécifiques à un modèle, mais qui permettent de donner un regard complémentaire sur la décision. Donc dans ces familles-là, on a notamment ce qu'on appelle les partial dependent plots, qui permettent d'avoir une idée de la façon dont, en moyenne, une variable se comporte pour donner la réponse du modèle. On a aussi ce qu'on appelle les valeurs de Schaap, qui sont des façons de décomposer le résultat obtenu, mais qui ne sont pas forcément aussi pertinentes d'un point de vue prise de décision, parce qu'elles ne rentrent pas dans un cadre additif tel que pourrait le donner un modèle que nous, on va considérer qui sont les classes des modèles additifs. Et donc l'objectif ici, c'est de se poser la question, peut-on trouver des modèles qui soient à la fois globalement interprétables, donc basiquement basés sur ce qu'on appelle la classe des modèles additifs, ça consiste à faire des additions de petites choses que l'on comprend bien, et pour autant qu'il y ait un pouvoir d'explication et de prédiction, ce qu'on appelle la généralisation, qui soit de très bonne qualité, pratiquement aussi bonne que les modèles de type gradient boosting, qui va être ici notre modèle de référent. Donc on est dans la situation suivante, on a des données, et on a plusieurs algorithmes possibles. L'algorithme qui fait la meilleure prédiction, on va dire, ou la meilleure généralisation, c'est le gradient boosting, ici, qui est défini sous XGBoost. Et finalement, c'est très bien, mais comme c'est peu interprétable et qu'il faut pouvoir donner une explication très précise par l'expert qui va utiliser ce modèle et qu'il a des difficultés à l'utiliser, eh bien on refuse d'utiliser un modèle aussi complexe. Donc on va proposer plusieurs alternatives. La première alternative, qui est très ancienne en réalité, s'appelle le modèle qu'on appelle GAM, donc les modèles additifs généralisés, qui sont des classes de modèles un peu plus généraux que les modèles linéaires généralisés. Donc si vous vous souvenez de vos cours d'actuariat, c'est le modèle de base qu'on enseigne. Donc c'est fondamentalement une régression linéaire qui est transformée en score, et ensuite qu'on va modifier pour le faire venir dans un monde plus adapté aux données, comme un modèle de régression pour compter les données, ou un modèle de type régression gamma pour des variables aléatoires qui seraient positives. Et on en reste encore dans un modèle, lorsqu'on met la variable, on la met directement et on ne la transforme pas. Le GAM permet de trouver une relation supplémentaire, non linéaire, qu'on va pouvoir rentrer dans le modèle de prédiction. Donc ça, c'est la première alternative qui est connue, mais malheureusement avec des outils d'estimation qui sont relativement anciens. On va proposer un autre modèle, enfin c'est pas nous qui le proposons, mais c'est nous qui allons l'exploiter, qui s'appelle Explainable Boosting Machine, qui est un modèle qui va fondamentalement se baser sur la structure des gammes, mais utiliser la technologie d'optimisation du gradient boosting. Et donc on va conserver l'écriture additive avec des formes non linéaires dans l'influence du modèle, tout en ayant la capacité à reproduire plus fidèlement les données. Et puis on va proposer un modèle dit de substitution, donc qui n'est pas un modèle de prédiction, qui est un modèle qui vient se rajouter par-dessus, qui va fournir des explications, basées sur également des modèles additifs de type régression par arbre et random forest, pour pouvoir proposer des explications complémentaires. Voilà. Donc ça, c'est notre objectif. Donc je rappelle rapidement, un peu plus précisément pour que ça soit bien clair. Donc on cherche à prédire une variable y, et on est dans un monde qui n'est pas forcément adapté au modèle linéaire. Donc on va transformer y par une fonction g, qui s'appelle fonction de lien dans le cas des modèles linéaires généralisés, et on va supposer qu'on a une écriture ensuite additive. Et donc l'addition, on sait faire, on prend une variable, on regarde son effet, on sait si c'est positif, négatif. Et ce qui était intéressant dans les gammes, c'est qu'au lieu de prendre la variable directement, on la modifie par une fonction qui va être potentiellement non linéaire. Ça sera l'algorithme de trouver, évidemment, la meilleure fonction, la plus pertinente par rapport aux données.
Donc ça a une trentaine d'années, hein, et on utilisait avant ce qu'on appelle des techniques de régression semi-paramétrique basées sur des décompositions des fonctions dans des espaces fonctionnels. Donc on va écrire la fonction qu'on cherche sous forme d'une combinaison linéaire de fonctions que l'on fixe. Simplement, ce que l'on ne connaît pas, c'est le paramètre devant, β-j(k), qu'on va essayer d'estimer. Et là, il y a plusieurs techniques possibles d'estimation, mais fondamentalement, on va essayer de revenir dans le monde des modèles linéaires généralisés, qui ont des outils d'optimisation qui sont relativement efficaces. Et puis, on va essayer de construire des classes de fonctions qui soient facilement estimables. Donc, la première chose que l'on peut faire, c'est découper l'espace du x sous forme d'intervalle, et puis mettre une valeur par intervalle. Ce que l'on peut faire ensuite un peu plus compliqué, c'est de mettre des droites sur chacun des intervalles pour avoir des fonctions qui sont linéaires par morceau. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on voit aussi des fonctions continues. Donc on les fait, on les relie ensemble. On peut vouloir qu'elles soient continues en termes de dérivées, continues en termes d'ordre convexe. Et donc on va utiliser ce qu'on appelle des techniques de spline, qui permettent d'avoir au final des régressions qui sont suffisamment lisses. Mais on ne veut pas non plus qu'elles soient trop erratiques. Donc on met ce qu'on appelle dans la fonction objectif un critère de pénalisation sur l'irrégularité de la fonction. Bref, tout ça pour dire que c'est des choses qu'on sait faire, mais qui sont potentiellement difficiles à mettre en place parce que ça nécessite d'avoir le bon espace fonctionnel, le bon optimisateur, et qu'on sait relativement faire, mais il y a des risques qui sont mentionnés ici, notamment on a des risques d'overfitting si on ne fait pas des cross-validations qui sont propres, et puis ce sont des algorithmes qui prennent beaucoup de temps si on veut les mettre avec un grand nombre de variables explicatives. Donc, il y a deux techniques basées sur sa structure de gamme qui potentiellement vont être utilisées. Alors, en premier lieu, je vais vous parler d'une technique qu'on a utilisée, donc, qui s'appelle Explainable Boosting Machine, qui est, comme Christian expliquait, une manière d'utiliser du machine learning pour optimiser un gamme. Donc, c'est-à-dire qu'on a un modèle sous une forme additive, on va dire à l'ancienne, entre guillemets, qui est parfaitement explicite et interprétable, mais on utilise des techniques de machine learning pour l'optimiser. Plus particulièrement IBM, donc c'est une technique qui a été introduite par Microsoft Research en 2020, donc dans le cadre de leur suite d'outils InterpretML, et qui commence à être assez mature aujourd'hui. Alors ici, on a repris sur le graphe donc performance versus explainabilité, on a repris en quelque sorte la brochure commerciale du modèle, en fait, de la méthode proposée par Microsoft. Évidemment, c'est un petit peu, faut voir ça comme une brochure marketing. On a l'impression d'avoir le Graal des modèles. Donc nous aussi, le but de la présentation, c'est de vous faire un tour d'expérience sur ce qu'on a pu observer dans les faits, sur nos propres datasets, donc c'est au-delà de ce que Microsoft a pu en faire. Alors, on va pas faire toute l'explication du gradient boosting ni de EBM, mais pour vous dire dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est d'exploiter le gradient boosting. Donc, le gradient boosting, ça consiste à fitter des arbres de décision de manière séquentielle, c'est-à-dire au contraire de techniques comme random forest, dans laquelle on va prendre des arbres qu'on va fitter de manière indépendante et parallèle. Dans le gradient boosting, on va fitter un premier arbre de décision qui va faire des erreurs, qu'on appelle les résidus, que l'on va booster, c'est-à-dire qu'on va renforcer, on va augmenter leur poids pour entraîner un deuxième arbre de décision qui lui-même va combiner, additionner au premier arbre, va faire lui-même des erreurs, on va fitter un troisième arbre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le principe du gradient boosting. Et l'astuce utilisée par Microsoft Research dans l'approche EBM, c'est, au lieu d'utiliser lors du fit des arbres toutes les variables à disposition dans le dataset, ils ont choisi de n'utiliser qu'une variable à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, on va fitter des arbres avec une seule variable. Donc c'est vraiment des arbres très très simples. En général, la profondeur, c'est juste 2 ou 3 niveaux. Mais par contre, on va faire tourner toutes les variables. Donc là, comme vous le voyez ici, en fait, dans la technique, ils vont ils vont prendre toutes les variables, donc on en a n, on va les mettre dans un certain ordre. En réalité, l'ordre n'a pas réellement d'importance, pour différentes raisons. Et on va lancer le fit, première variable, ça va nous donner un arbre qui va faire des erreurs. On va lancer le fit d'un deuxième arbre qui va être in fine additionné au premier, qui lui-même va faire ses erreurs, et ainsi de suite. Quand on a fité les n variables, en fait, on va continuer avec une deuxième itération, et on va reprendre sur les erreurs faites par le nème arbre pour refiter un arbre sur la première variable. Donc cette astuce, ça a une très grande vertu, c'est ce que vous voyez
quand on se positionne non plus en ligne mais en colonne, c'est qu'en fait, quand on est en colonne, on a des arbres qui ne travaillent que sur une seule variable. Et là, ça nous permet d'atteindre justement une représentation en gamme, puisque finalement, chaque nœud d'un arbre, dès lors qu'il est fait sur une variable, ça correspond à une sorte de split sur l'axe des X dans le cadre d'un gamme. C'est-à-dire qu'on fait if telle variable est supérieure à telle valeur, on va à gauche, if, dans l'autre cas, on va à droite. Finalement, ça, c'est quelque chose que l'on peut représenter sur un graphe de manière très simple en ayant juste un seuil sur l'axe X. Quand on se met sur la somme des arbres de manière verticale, ça nous donne autant de splits qui ont eu lieu dans tous ces arbres. Donc là, avec ça, on a l'ensemble des valeurs en X que l'on peut avoir sur le gamme. Et puisque le principe du gradient boosting, ça reste d'additionner les arbres pour obtenir la valeur que l'on cherche à prédire, il suffit simplement d'additionner toutes les feuilles de ces arbres et ça nous donne la valeur en Y dans chaque cas. Donc avec cette astuce qu'ils ont imaginée, ça nous permet, en colonne, de venir tout sommer, d'obtenir un gamme qui est en univarié lié à la variable feature 1, que l'on peut additionner avec feature 2, et ainsi de suite. Et avec ça, in fine, on obtient une représentation sous forme de gamme, sous forme de plot, qui est totalement explicite et qui correspond strictement à ce qui a été fité dans le gradient boosting. Il n'y a pas de... Le modèle est strictement celui que l'on a obtenu avec le gradient boosting. Il n'y a pas d'écart de prédiction. Donc ça, c'est en quelque sorte la théorie. Après, en pratique, évidemment, comme toutes les méthodes d'optimisation que l'on trouve en machine learning, il y a souvent des effets d'overfitting locaux. En pratique, les plots que l'on obtient méritent d'être lissés, c'est-à-dire qu'on va obtenir des graphes avec des petits soubresauts par endroits qui sont liés à la nature même des données. Donc ça, évidemment, il faut le lisser parce que c'est très rare qu'il se justifie d'un point de vue business. Donc ça, dans la suite d'outils InterpretML, ils fournissent un outil qui s'appelle Game Changer et qui permet d'éditer visuellement les graphes. Donc c'est amusant pour jouer un petit peu et quand on a des interlocuteurs en face, c'est assez vendeur. Après, dans les faits, dès qu'on est dans un cadre industriel, c'est pas forcément comme ça qu'on va fonctionner. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est une implémentation en code, c'est-à-dire qu'on a des bouts de code qui reprennent les graphes tels qu'ils ont été fités et qui derrière vont faire des régressions isotoniques pour imposer certaines contraintes, donc notamment de monotonicité, soit totale, soit par morceau, sur les différents graphes. C'est ce qu'on voit ici, par exemple. Donc on a pris quelques variables. Comme vous voyez, par exemple, sur la deuxième variable, on a un petit saut au niveau de l'axe des X à 400. C'est pas quelque chose qui est souhaitable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le lisser. Donc là, on a fait une régression isotonique pour obtenir une monotonicité. Dans certains cas, on cherche à avoir deux monotonicités. Voilà, ça dépend vraiment des variables que l'on a et du comportement qui est attendu. On va évidemment aussi chercher à avoir le comportement attendu aux asymptotes et sur des valeurs un peu spécifiques. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va chercher à éditer. Et là, c'est là qu'on voit une des forces de cette approche par rapport à du gradient boosting vanilla, c'est qu'on peut éditer simplement les plots. C'est-à-dire qu'on a une représentation issue du gradient boosting, mais dans laquelle on peut éditer les plots. Chose qui est totalement impossible avec XGBoost, où on se retrouve avec des milliers d'arbres en production que l'on ne peut pas modifier. Voilà. Donc voilà pour les plots. Et au niveau de la performance, donc je vous disais, au-delà de la brochure commerciale de Microsoft, on a cherché évidemment à se faire une opinion sur cette technique avant de décider si on allait l'utiliser ou non. Ici, on a mis deux tableaux. Donc sur le tableau de gauche, c'est aussi quelque chose on va dire un petit peu commercial de la part de Microsoft, puisque c'est extrait de leur paper qui présente l'approche. Donc évidemment, comme on peut s'y attendre, tout est choisi. Ce sont des datasets publics assez classiques, mais on voit que leur approche EBM marche très bien, et même mieux que l'HGBM ou XGBoost. Sur certains de nos datasets qui correspondent à des business cases assez différents. En plus, c'est pas la même nature de business case. C'est vraiment voilà, il y a de la fraude, il y a des sujets commerciaux, des sujets d'analyse de risque, etc. Ce que l'on voit, c'est que ça performe très bien. Et donc ça, c'était vraiment un des enseignements importants quand on a étudié cette approche, c'est qu'en réalité, ça marche très très bien. Donc c'est un très bon substitut pour des modèles de type XGBoost. Voilà, dans nos exemples, ça ne marche pas mieux qu'XGBoost, donc on ne sait pas trop comment Microsoft a pu
a pu surperformer XGBoost, mais toujours est-il que ça reste quand même assez comparable en termes de performance, et surtout par rapport à d'autres approches comme Random Forest ou à des approches plus simples, on va dire, comme des régressions logistiques, en fait, ça marche vraiment beaucoup mieux. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, et un dernier commentaire, donc ça c'est aussi après lissage. En général, ce que l'on voit, c'est que la généralisation se fait mieux une fois que les plots sont lissés, ce qui est aussi un enseignement, c'est-à-dire qu'on a une maîtrise sur l'overfitting des modèles, puisqu'on est capable de voir les plots, on est capable de voir qu'il y a localement, il y a des choses qui sont pas très, qui sont assez imparfaites, et quand on cherche l'évolution de la performance au fil des années, dans un test out of time par exemple, souvent on voit que le plot après lissage donne une meilleure performance que le plot avant lissage. C'est-à-dire que finalement, la simplicité, dans ce cadre-là, en général, était plutôt gagnante. Alors, Fabien vous a présenté... Fabien vous a présenté Explainable Boosting Machine, en fait, qui fournit un modèle interprétable par nature. Moi, ici, ce que je vais vous présenter, c'est une approche originale, en fait, qu'on développe activement chez Detralytics. Donc, cette approche, elle s'appelle Distill Trees, et l'objectif est légèrement différent. L'objectif, ça va être de partir d'un modèle qui a déjà été fité, type XGBoost ou Random Forest, en tout cas des dérivés du bagging et du boosting d'arbres de régression ou de classification. Et on va essayer d'encoder de la connaissance de ces modèles dans des modèles additifs en des fonctions constantes par morceau, donc précisément sous le même format qu'Explainable Boosting Machine fournit son explication. Donc l'idée générale, ça va être d'approximer chaque arbre de l'ensemble indépendamment avec un modèle linéaire simple. Donc ça va aider à discrétiser mon espace de la même manière que Explainable Boosting Machine discrétise l'espace pour chacune des variables. Et enfin, on va recombiner ces modèles linéaires entre eux pour n'en former plus qu'un, de la même manière qu'on moyenne des prédictions d'arbres avec un random forest ou qu'on combine linéairement des prédictions d'arbres avec le gradient boosting. Donc pour ça, en fait, on propose une approche extrêmement simple. On va récupérer chaque arbre de l'ensemble. Ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui, chaque framework que vous utilisez vous met à disposition une API pour récupérer les arbres. Donc, puisque vous récupérez les arbres, vous récupérez aussi, vous êtes capable d'identifier chacun des seuils de coupe qui a été fait pour chacune des variables. Et donc, vous êtes capable de créer une nouvelle partition de l'espace qui est beaucoup plus fine, strictement incluse dans celle de l'arbre. Sur cette nouvelle partition, en fait, typiquement, par exemple, si vous avez une variable x1 qui est coupée 3 fois et une variable x2 qui est coupée 2 fois en des seuils différents, eh bien, vous allez créer une partition de 4 x 3 nouveaux rectangles, strictement incluses, comme je le disais, dans la partition de l'arbre. Et cette partition, elle présente l'avantage d'être relativement conforme à ce qu'on ferait si on faisait un modèle linéaire dont on aurait discrétisé les variables numériques. Je vais montrer un graphique qui sera beaucoup plus clair dans une slide. Je dis juste une chose encore, c'est que pour chacun de ces arbres, on va créer un nouveau jeu de données qui va être en fait défini comme la réponse du modèle arbre qu'on cherche à approximer pour chacun des points, enfin pour au moins un point unique dans chacun des nouveaux rectangles qu'on a créés. Donc graphiquement, ça donne ceci. Donc à votre gauche, vous avez une partition de l'espace qui a été générée par un arbre, donc c'est relativement caractéristique. Et à la droite, en fait, le graphique de droite vous montre la nouvelle partition qu'on propose, en fait, qui est beaucoup plus cohérente avec un modèle linéaire. Donc là, vous voyez que les splits sont inconditionnels, c'est-à-dire qu'ils coupent complètement l'espace de bout en bout. Ils vous partitionnent à chaque fois l'espace en deux de bout en bout. Et comme je vous disais, en fait, donc la couleur au sein de chacun des rectangles, eh bien, c'est la réponse de l'arbre au sein de chacun de ces rectangles. Donc en fait, il me suffit juste de déterminer le point moyen, donc le centre du rectangle, et de faire prédire l'arbre, puisque l'arbre en fait est devenu un oracle une fois qu'il a appris. En fait, l'arbre est capable de répondre dans tout l'espace. Donc je suis capable de générer un jeu de données qui pave intégralement mon espace, ce qui est beaucoup plus puissant que juste échantillonner à partir de, enfin, si vous échantillonniez aléatoirement pour vous créer un nouveau jeu de données d'apprentissage. Et donc sur ce nouveau jeu de données qu'on vient de créer artificiellement pour chacun des arbres, donc qui est constitué d'un point moyen par rectangle et de la réponse de l'arbre pour chacun de ces points moyens, eh bien on va fitter un modèle linéaire simple, donc avec des variables qui ont été discrétisées et qui me donnent en fait
cette approximation. Donc à gauche, j'ai mon arbre, enfin j'ai la réponse de mon arbre, qui peut être écrite comme étant égale à un modèle linéaire très simple, dont les variables numériques ont été discrétisées, plus en fait un terme d'erreur pour chacun de ces rectangles. Donc ici, dans ce cas extrêmement simple en 2 dimensions, l'erreur est quasiment égale à 0. Donc évidemment, si mon erreur est quasiment égale à 0 sur l'ensemble de mes arbres, bon, bah, quand je vais recombiner, je vais avoir une prédiction qui va être parfaitement équivalente à celle de mon modèle ensembliste basé sur des arbres. Mais bon, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, ici j'illustre typiquement ce qu'on fait avec DistillTrees. Donc pour chaque arbre, on va approximer avec un modèle linéaire simple dont les variables ont été discrétisées. Et ensuite, on recombine le modèle exactement on recombine les modèles linéaires entre eux pour n'en former plus qu'un, de la même manière que ferait l'ensemble d'arbres pour arriver à sa prédiction. L'avantage en fait de travailler avec des modèles linéaires, c'est que la combinaison linéaire d'un modèle linéaire reste un modèle linéaire et est donc beaucoup plus facilement compréhensible par un humain. Ça me donne en fait un modèle additif en des constantes, un modèle additif en des fonctions constantes par morceau. Donc si j'illustre ça en 2 dimensions, donc j'ai généré un exemple jouet ici. J'ai tiré aléatoirement des points de caractéristiques x1, x2 dans l'espace et j'ai défini un cercle au centre de ce nouvel espace. À l'intérieur de ce cercle, j'impose que tous les individus aient la valeur 0 et à l'extérieur, tous les individus ont la valeur 1. A priori, c'est un jeu de données très simple pour le gradient boosting. Ça serait plus compliqué de fitter un modèle linéaire tout simple ou un gamme dessus. Ici, du coup, je vais faire apprendre mon modèle gradient boosting sur ce nouveau jeu de données et je représente la réponse du modèle gradient boosting dans ce même espace. Donc je représente en fait la probabilité prédite avec un gradient de couleur. Donc le gradient boosting performe extrêmement bien. En fait, il réplique quasiment parfaitement le modèle initial, à ceci près qu'il y a une frontière blanche qui est la frontière de décision, qui est la frontière d'incertitude de la méthode. Donc évidemment, quand on passe en dimension supérieure, on ne peut pas visualiser ça. Et donc on n'a pas de chaîne de décision qui nous est clairement exposée. Et c'est là qu'intervient DistillTrees. Donc si je donne en entrée de DistillTrees le modèle GBM et le jeu de données d'apprentissage, eh bien je suis capable d'obtenir un modèle additif en des fonctions constantes par morceau et qui me produit aussi une prédiction qui va répliquer celle du modèle gradient boosting et dont j'ai affiché en fait le gradient de probabilité prédite ici. Donc visuellement ici on constate que les deux sont indiscernables, ce qui veut dire que DistillTrees produit une explication du modèle initial qui réplique quasi parfaitement, sur cet exemple simple bien sûr, les prédictions du modèle sophistiqué. L'avantage, c'est que maintenant, en fait, j'ai à ma disposition une chaîne de décision qui est beaucoup plus claire. Donc en fait, ici on va exprimer dans un premier temps le score dont a parlé Christian tout à l'heure. Donc le score, c'est avant de passer à la probabilité. Ici, le score, il est défini dans ce cas simple comme étant donc 2,50 qui est mon terme d'intercept, plus 2 fonctions constantes par morceau en fait. Des fonctions de x1 et de x2. Et comme vous le voyez, elles ont cette forme caractéristique qu'on attendait précisément, qui est en x carré, puisque finalement j'avais défini l'équation d'un cercle ici. Et donc, je suis capable maintenant de dire, bon, bah, toute chose étant égale par ailleurs, si j'augmente la valeur de x1 très fort pour arriver jusqu'à des niveaux proches de 10, eh bien mon score va augmenter très fort, et donc la probabilité va être proche de 1. C'était ce qu'on avait initialement, puisque dans le jeu de données initial, on avait tout ce qui était à l'extérieur du cercle qui valait 1. Donc ça prouve que ça marche en 2 dimensions. Mais bon, dans la pratique, est-ce que ça marche sur des cas concrets ? Donc pour ça, en fait, j'ai appliqué la méthodologie DistillTrees au cas d'usage de Fabien, donc qui est une automatisation d'une tâche pour la souscription risque chez Allianz Trade. Et donc, déjà, première nouvelle, ça renvoie un résultat dans un temps fini, et même dans un meilleur temps que le GAM. Les temps de calcul sont à peu près équivalents à ceux d'Explainable Boosting Machine. Et donc ça me donne une explication sous cette forme. Donc encore une fois, une addition de graphes. Ici, on a dû, pour des raisons de confidentialité, supprimer une partie de l'explication. Donc initialement, il y avait 17 graphiques. Et donc comme vous le voyez, maintenant, on est capable d'interagir avec le modèle, puisqu'on est capable de questionner le modèle. On est capable de dire qu'est-ce qui se passe lorsque j'augmente l'âge, une variable qui est liée à l'âge. Eh bien, vraisemblablement, toute chose étant égale par ailleurs, le score augmente, ce qui fait augmenter ma prédiction
Donc on va plus avoir tendance à prédire des 1, toutes choses étant égales par ailleurs. Et à l'inverse, en fait, on a la variable qui est liée au montant, qui, lorsque je l'augmente, eh bien, fait diminuer mon score. Et donc, de fait, ma probabilité. Donc ça, je vous ai présenté, enfin j'ai commencé par vous présenter l'explication fournie, qui était intéressante parce que on commence à avoir des quasi-monotonies et en fait on peut rattacher ça à de la connaissance humaine. Maintenant, en fait, reste à savoir si la qualité de la prédiction est au rendez-vous. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette explication comme l'explication du modèle gradient boosting initial. Donc pour ça, en fait, on va mesurer la qualité de l'explication avec une notion qu'on appelle la fidélité. Donc la fidélité, c'est la capacité d'un modèle à répliquer les prédictions d'un autre modèle. Et donc ici, le modèle qu'on va chercher à expliquer, c'est XGBoost. Donc notre modèle de référence va être la prédiction de XGBoost. Et le modèle expliquant, en fait, c'est mon modèle de substitution qui a 17 ou plus de variables. Et ici, je vais mesurer en fait la fidélité avec le R de score et l'AUC. Donc à votre gauche, il y a un tableau qui récapitule la fidélité au sens du R de score pour le modèle de substitution à 17 variables. Donc le modèle de substitution à 17 variables, donc l'explication que je vous avais présentée précédemment, elle capture 94%, enfin elle explique 94% pardon, de la variabilité des prédictions dans XGBoost. Ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, en fait, si je pousse le modèle un peu plus loin, si je fais apprendre un modèle de substitution un peu plus complexe, enfin même beaucoup plus complexe, c'est-à-dire si j'introduis tous les termes d'interaction d'ordre 2, donc 2 parmi 17 nouveaux graphes, c'est-à-dire 136 variables, enfin 136 nouvelles interactions, et bien là, en fait, on arrive à un R de score pardon, qui est proche de 100%. Il est à 99,7, ce qui veut dire qu'avec des termes univariés uniquement plus bivariés, enfin plus l'intégralité des termes bivariés, on arrive à quasiment répliquer parfaitement la prédiction de XGBoost. Donc, ce qui est contre-intuitif initialement, puisque la profondeur des arbres d'XGBoost indique qu'en fait on fait des croisements d'ordre très élevé. Et donc j'ai fait la même chose en fait avec l'AUC. Et donc ici on est à peu près pareil, en fait on a des scores très élevés, proches de 98-99%. Voilà, donc ça nous dit que l'approche DistillTrees, elle vous fournit une explication qui va être de bonne qualité, en tout cas sur ce cas d'usage, que vous pouvez utiliser pour expliquer un modèle XGBoost, ce qui était son objectif initial. Maintenant, si vous voulez utiliser plutôt le modèle, puisque finalement vous avez un modèle de la même forme que ce que vous a présenté Fabien au début, donc c'est-à-dire si je voulais utiliser le même modèle mais en production directement, à la place de XGBoost, eh bien en fait il faudrait que je mesure la performance de ce modèle standalone, quoi. Et donc ici, on a présenté en fait un benchmark de tous les modèles qui ont été testés. Donc on a XGBoost qui tient évidemment le haut du panier, donc avec ses 90% en AUC. Donc après, il y a le modèle GAM qui a été présenté par Christian, où cette fois-ci, la performance est assez décevante. On pourra expliquer pourquoi si la question vient. Et ensuite, donc, il y a EBM et Surrogate, et mon modèle de substitution, qui sont en fait dans un mouchoir de poche à peu près aux alentours de 87-88%. Ce qui veut dire que ça fournit aussi un modèle qui serait compétitif avec XGBoost et avec EBM pour prédire en production. Voilà, donc pour synthétiser en fait la deuxième approche qu'on a testée, donc DistillTrees, c'est une méthode qui permet d'expliquer des modèles additifs basés sur des ensembles d'arbres sous une forme beaucoup plus simple, donc un modèle additif en des fonctions constantes par morceau. Si la performance vous paraît suffisante, vous pouvez même remplacer donc XGBoost par ce modèle. En fait, vous rognez un petit peu sur votre performance et vous acceptez un modèle plus simple, mais au moins il est interprétable. Et l'intérêt de l'approche, en fait, c'est qu'elle se décline à la fois en classification et en régression, sans pour autant faire trop de modifications dans le code. Et enfin, un truc qu'on n'a pas évoqué lors de la présentation, mais qu'on est en train de travailler, et bien en fait, si vous faites un stacking de modèles XGBoost ou Gradient Boost, XGBoost pardon, ou Random Forest et autres, et bien en fait, vous restez dans la même classe de modèles, vous avez juste un ensemble d'arbres qui est beaucoup plus grand, et donc à la clé, vous avez une performance qui est potentiellement meilleure, et vous pouvez toujours expliquer avec DistillTrees ce modèle qui est beaucoup plus sophistiqué. Je laisse à Fabien le soin de présenter le dernier slide sur le retour d'expérience.
Alors peut-être, juste Arthur l'a pas dit, mais c'est la première mondiale de présentation de cette méthode distillery. Donc je ne sais pas ce que ça donnera à l'avenir, mais voilà, en tout cas vous pourriez dire j'y étais. Alors juste, donc là on sort totalement de la modélisation et des maths, mais on voulait mettre en avant quelque chose qui nous semble assez vertueux dans les gammes. Je précise, c'est pas de la construction de fusée, on est vraiment loin de la science. De la science pure et dure, mais pour autant c'est quelque chose qui nous permet en fait de craquer un problème qu'on a en entreprise, qui est que quand on construit des modèles, on doit les transmettre à des gens qui ne comprennent rien au modèle, et il y a un moment il faut qu'on réussisse à se parler. Et en fait, en poussant la réflexion avec les gammes, on s'est rendu compte que finalement un gamme c'est juste une suite c'est une fonction, une addition de termes constants par morceau, et donc en fait on peut très bien exporter ces valeurs-là dans un tableau, dans un fichier Excel, et puis après on s'est dit dans un Excel finalement, si on veut faire la prédiction, il suffit juste de faire un VLOOKUP une fois qu'on a la valeur en X, et puis on a la valeur en Y. Ce qui fait qu'en fait en réalité on est non seulement capable d'afficher dans Excel très simplement chacun des graphes qui constituent le modèle, mais en fait on est aussi capable tout simplement de faire la prédiction. Donc en fait concrètement on est capable de mettre le modèle dans Excel. Et en fait, ça paraît pas, mais c'est extrêmement vertueux dans le travail et dans les échanges avec les collègues business, puisque ça nous permet d'exporter directement à la fin des entraînements des modèles, ça nous permet d'exporter le modèle directement dans Excel. C'est-à-dire qu'on a créé cette librairie EBM2XLS qui nous permet à la toute fin de documenter le modèle tel qu'il est, et pas tel qu'il pourrait être, mais comme on pourrait avoir avec des méthodes type chat, mais tel qu'il est réellement. Ça nous permet de faire de la documentation, donc de la traçabilité. Ça nous permet d'échanger avec des collègues experts du métier, mais qui ne sont pas experts en modélisation. Et comme ça, ils comprennent comment fonctionne le modèle. Alors certains se prennent au jeu, commencent à faire des prédictions et nous font des retours pour ajuster les plots. Ça leur permet de faire des tests de sensibilité, de se dire toutes choses étant égales par ailleurs, qu'est-ce qui se passe si l'âge de la société c'était ça et non plus ça. Ce genre de choses. Ça permet aussi, alors ça c'est un petit bénéfice, mais tout de même, c'est d'un point de vue intégration technique, en fait, on a juste une suite de points, enfin un tableau XY à transmettre pour la mise en production, ce qui fait qu'on n'est plus obligé concrètement en production d'avoir la librairie XGBoost, il suffit juste qu'on transmette à l'IT quelque chose d'assez simple. Voilà, donc on a créé cette librairie. Pour l'instant, elle est assez interne, mais on se dit que si jamais il y a de l'intérêt, on pourrait la mettre en open source. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis je crois que c'est tout. Et voilà. Merci à tous. Une première question. Bonjour, j'ai peut-être mal compris, mais est-ce que ça revient à dire que votre modèle, une fois que vous l'avez fait, donc vous avez votre truc, ce serait un modèle qui serait, je dis pas linéaire par morceau, mais linéaire par pavé? Ou est-ce que c'est pas ça? Quand je vous écoute, on a l'impression que c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous entendez par linéaire par pavé? C'est-à-dire que vous avez votre espace que vous décomposez dans des pavés, et enfin là c'est des rectangles, et à l'intérieur de chaque rectangle, vous avez quelque chose de linéaire par rapport aux variables, sachant que les coefficients d'un rectangle à l'autre peuvent être différents, vu que ce sont des... Est-ce que je me trompe ou est-ce que je me trompe? En fait, peut-être le plus simple, c'est de repartir des graphes. Du coup, le produit en fait le produit de distilleries, c'est finalement entre guillemets de désintriquer les interactions complexes qu'il y a dans XGBoost pour produire en fait des effets qui sont considérés uniquement variable par variable, quoi. Et donc ici, en fait, si par exemple je voulais lire comment va prédire le modèle de substitution, comment il va répliquer la prédiction d'XGBoost. En fait, il me suffit de savoir classer mon individu, enfin l'âge de mon individu. Si par exemple c'est 1500, il va être tout au fond du plot. Mais là, c'est constant par petit intervalle. Dans chaque petit intervalle, c'est localement constant. C'est localement constant, oui. Ce qui veut dire qu'à la fin, quand je prends tous mes petits pavés, c'est localement constant aussi. Oui, il y a plein de petits pavés. Il y a plein de petits pavés, il y en a plein, etc. Et c'est localement constant, d'accord. Oui, exactement. Oui, pardon, j'avais pas compris. Je crois que j'avais mal compris la question, mais oui, en fait, ça donne quelque chose de cette forme-là, mais en beaucoup plus morcelé, en fait. D'accord. Ça donne ça, quoi. Avec beaucoup plus de couleurs. La question que je me suis posée, est-ce que ça peut valoir le coup d'avoir des pavés ou des trucs dans lesquels localement la fonction n'est pas constante, mais linéaire? Ça vaut le coup de faire ça ou pas? Un peu la régularisation.
pourrait, mais ça va pas avant. Ça apporte pas grand-chose. Je pense que ça apporte pas grand-chose parce que... D'accord. En fait, ici, typiquement, ça serait un contre-exemple parce que, en fait, là, on a discrétisé tellement finement. En fait, dans cet espace où je suis capable, enfin, j'ai fait un exemple jouet, donc j'ai généré autant de données que je voulais. Et l'algorithme, il a vraiment mitraillé l'espace très finement. Et en fait, là, on voit même pas que c'est une fonction constante par morceau. En fait, finalement, on est arrivé à un point où finalement, c'est quasiment indiscernable pour un humain. Et donc, en fait, il y a même plus d'intérêt à mettre une monotonie dans ce petit intervalle pour gagner quelques micro-points. En fait, il n'y a plus forcément d'intérêt à faire ça, quoi. Ah, d'accord. Je crois que... Mais à mitrailler un peu trop finement, on commence pas à faire l'overfitting? En fait, a priori non, puisque en fait l'objectif c'est de répliquer. Enfin, si vous avez correctement ajusté votre XGBoost ou votre gradient boosting, que vous l'avez imposé des contraintes qui vous permettent de ne pas overfitter, l'intérêt de Distill-Tree c'est juste d'expliquer. On réplique en fait. Quand on passe d'un pavé à l'autre, la couleur change pas beaucoup finalement. Il y a plein de petites couleurs, mais on reste quand même smooth. Oui, dans un ancien métier, je faisais du credit scoring et la problématique n'était pas seulement celle de l'interprétabilité, mais celle du caractère modifiable à dire d'expert. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on faisait de la régression logistique. Nos experts pouvaient dire telle évolution législative, telle évolution de produit fait que les coefficients, je vais les bouger. Dans vos retours d'expérience, et notamment avec ce que vous avez présenté tout à la fin en sortie Excel, est-ce que vos experts peuvent encore modifier les modèles, les retoucher à la main en fonction de leur connaissance du métier? Oui, c'est une bonne question, parce que c'est vraiment l'enjeu qu'il y a au final. Je dirais qu'il y a la théorie et la pratique. En théorie, ils peuvent. En pratique, il faut qu'on réussisse en tant qu'organisation à avoir le cadre dans lequel ça marche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens parmi les experts qui comprennent suffisamment les modèles, qui s'intéressent suffisamment aux fichiers Excel pour être à même de les modifier. Donc ça, en pratique, il faut qu'on mette ça. Donc en général, ce qui se passe en pratique, c'est que soit on a un collègue qui, par miracle, s'intéresse aux deux aspects, et donc là, en fait, c'est la situation idéale. Dans les faits, c'est assez rare. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a quelque chose qu'on peut leur présenter, on fait des modifications avec eux en direct, voilà, pour ajuster à l'économie, des choses comme ça, et là, ça fonctionne. Prochaine fois. Est-ce qu'à posteriori, les résultats de Distill-Tree vous ont permis de comprendre ou d'expliquer les résultats de Sharp? Est-ce qu'il y avait une certaine cohérence entre les deux? Alors, pour Distill-Tree, j'avoue que j'ai pas comparé encore les résultats à Sharp. Après, donc par Sharp, on entend bien l'explication de point à point au format à peu près linéaire, quoi. Donc, j'ai pas encore fait ça. Après, en fait, il faudrait quand même définir qu'est-ce qu'on a envie de réellement comparer là-dessus. Enfin, je ne sais pas si vous avez une idée plus précise. En fait, l'idée, c'était voir si, comme c'est un autre outil pour interpréter les résultats, savoir s'il y avait une cohérence entre les deux outils, ou et que ça pouvait être complémentaire, ou ça donnait l'importance des variables d'Unsharp, ou voilà, qui pouvaient être complémentaires éventuellement à Distill-Tree. Alors il faudrait regarder après Sharp de mémoire, ça répartit la prédiction, alors que moi j'admets une erreur et je la mesure, ce qui fait que d'ores et déjà je peux vous dire que ce sera jamais exactement en ligne. Et après, au-delà de ça, oui, il faudrait peut-être qu'on essaye de voir pour proposer un framework pour comparer et essayer de se dire précisément en quels termes on compare, parce que là l'explication en fait elle est globale aussi. Elle explique mon modèle globalement, alors que Sharp, c'est plutôt une méthode locale. Enfin, en tout cas, à la base, la création, c'était de faire une méthode locale d'explication. Et les explications, en fait, ne sont pas forcément stables. C'est-à-dire qu'on peut prendre un point diamétralement opposé dans l'espace. Il ne va pas avoir la même explication via Sharp. Et donc, comment, en fait, on fait pour essayer de savoir... en fait, c'est une question. Désolé pour la réponse un peu floue, mais c'est parce que j'ai pas d'idée préconçue sur la manière de comparer les deux. En fait, je sais pas si c'est possible, si ça a du sens, et si oui, en quel sens, quoi.
mais on pourrait le faire. Enfin, on pourrait essayer. Alors, d'abord, merci beaucoup pour la présentation. C'était hyper inspirant. Et sur la question de est-ce qu'il faut l'open sourcer, allez-y. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les poser. D'abord, il y a un mot qui m'a échappé quand on est passé de distill trees à surrogate model. Et dans les perfs, il n'y avait pas distill trees. Alors, surrogate model, distill trees, c'est un surrogate GLM un peu original sur des... Enfin, c'est ça ou pas? Alors, pour faire clair, en fait, distill trees, c'est la méthode. Et le produit de la méthode, c'est un modèle. Et donc ce modèle, c'est un modèle surrogate, un modèle de substitution. Ouais. Donc en fait, dans distill trees, les hyperparamètres de distill trees me permettraient de faire un modèle surrogate à 17 variables, par exemple, ou un modèle surrogate avec 17 plus 136 variables. Ok, donc ça répond bien à ma question. Du coup, on est d'accord que sur distill trees, vous gérez les interactions, alors que dans ce que j'ai vu avant sur IBM, quelle est la méthode pour gérer les interactions si on fit feature par feature et qu'on fait la... On ne peut pas. Alors qu'en général, c'est vrai que les interactions, c'est un peu une des forces du gradient boosting, ça vous fait la recherche des interactions, ça vous fait le café, enfin, c'est bien, quoi. Sur IBM, j'ai un petit peu simplifié. En réalité, il y a une manière... Enfin, la librairie permet aussi de traiter les interactions, ce qui fait qu'on n'a plus un gamme à univarié, mais on vient aussi additionner des plots bivariés. Donc on peut lui dire de prendre en compte certaines variables. Précisément, on lui dit le nombre d'interactions qu'on veut garder. Et il y a un algorithme qui vient sélectionner le nombre le plus optimal, les interactions les plus optimales parmi ce nombre-là. Ok, super. Et j'ai une dernière question. Vu qu'on a des experts, la promesse qu'on a avec les GLM, je crois que c'est de pouvoir lire les coefficients comme des effets ceteris paribus. On peut là les lire comme ça, ces coefs, comme des effets toutes choses égales par ailleurs de cette variable, étant donné toutes les autres fixées, ou pas? Il faut qu'on y réfléchisse. C'est possible. On va botter en touche. C'est possible. C'est possible. Croise les doigts. Merci pour votre présentation. On a souvent des problèmes de qualité des données. Du coup, quels sont les apports que peuvent avoir ces modèles explicatifs par rapport à des qualités de données, notamment peut-être pour identifier quel type de données pose problème, etc. Comment, là, vous présentez des modèles aussi qui ont, je dirais, un gros pouvoir explicatif. Comment ça se passe avec des modèles qui sont, on va dire, décevants pour rester poli? Alors, sur le premier point, sur la qualité des données, je ne sais pas si je vais précisément répondre à la question, mais en tout cas, d'expérience, en réalité, ça marche aussi bien avec SHAP, d'ailleurs. On réussit pas mal à débugger des problèmes dans les modèles qui seraient liés à des problèmes dans les données grâce à ces méthodes-là. Nous, clairement, ça nous est arrivé à plusieurs reprises avec SHAP, et avec EBM aussi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des comportements qui sont totalement aberrants. On le voit parce qu'on peut le voir, tout simplement. Avec XGBoost, on passe par SHAP. Il se trouve que, par expérience, en général, ça marche, mais SHAP, ça reste quand même une approximation du modèle. Et ça permet justement de voir des problèmes de données. Sur ça, je vous invite à regarder dans un des PDF qui présente la méthode. Il y a un exemple en médecine qui montre qu'en fait, il y a des capteurs qui renvoient quand il n'y a pas de valeur, ils renvoient la moyenne, donc une espèce d'imputation par la moyenne sur les valeurs manquantes, ce qui en quelque sorte est un problème de qualité de données, puisque la personne qui reçoit le dataset ne le sait pas, elle n'est pas mise au courant. Et en fait, on se rend compte avec le shape plot qu'en fait, il y a un truc qui ne va pas, et c'est en creusant qu'on voit ça. Donc ça, je ne sais pas si c'est une réponse exacte, mais ça, dans une certaine mesure, ça peut permettre d'identifier des problèmes. Après, sur des modèles un petit peu moins performants, ou en tout cas sur des problèmes plus compliqués à modéliser, nous, d'expérience, ça marche. En tout cas, je parle pour EBM. Le passage de techniques, on va dire, qui fonctionnent bien, type XGBoost ou gradient boosting au sens large, vers EBM, en fait, marche relativement bien. Donc, il n'y a pas de sujet particulier. D'un point de vue théorique, évidemment, si on est sur des cas qui sont absolument pas linéaires, c'est-à-dire où il y a souvent des interactions d'ordre 3 qui vont permettre de modéliser le problème,
on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même une baisse en performance qui soit plus significative. Non, on nous fait signe qu'il faut s'arrêter. Donc merci à tous. Et l'objectif... Juste un petit mot pour plaisanter. L'objectif, c'était de vous rendre addictif au modèle additif. Voilà.